parler maintenant du financement. Vous avez choisi de lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Ouais. Comment est-ce que vous avez lancé cette campagne qui a été un beau succès? Tu m'as dit que l'objectif c'était 30 000 et vous avez fait 400 000, c'est ça? Exactement, ça dure une campagne qui dure un Beau, mois et les 30 000, on les avait fait au bout de 7 heures. Donc c'était super parce que quand tu bosses sur un projet depuis un an et que tu sais pas trop les retours que tu vas avoir et en 7 heures tu atteins ton objectif, c'était un moment génial qu'il a fallu assumer derrière avec la production, mais c'était vraiment un super moment. Et c'est des résultats qui tombent pas du ciel. C'est au final une campagne de financement participatif, c'est une campagne de communication. Et donc il a fallu, on a travaillé avec mon associé pendant 2-3 mois sur cette campagne, déjà à choisir la bonne plateforme, et ensuite à voir comment est-ce qu'on allait communiquer autour de cette campagne. Une campagne qui fonctionne, c'est une campagne qui fonctionne dès le début en fait. Le faux départ est impossible. Si tu te lances bien, derrière ta campagne elle tourne un petit peu toute seule parce que la plateforme te met en avant et ensuite tu profites du réseau de la plateforme et de l'excitation autour de la campagne. Les médias s'emballent aussi, en tout cas s'emballaient pas mal autour des campagnes Kickstarter. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais donc tout l'enjeu en fait pendant 2 mois, on a réfléchi aux 24 premières heures de la campagne Kickstarter. Et une fois qu'on avait fini ces 24 premières heures, on s'est regardé, on a vu le résultat qui était très bon et on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on anime la campagne, parce que finalement tu n'animes pas du tout la campagne de la même manière si elle se lance bien ou si elle se lance pas bien, quoi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de recevoir Alexis Hucot qui est le cofondateur de Perco. Perco, c'est quoi? Ce sont des vêtements intelligents qui soulagent le mal de dos qui est le mal du siècle selon beaucoup de personnes. Créé en 2015, Perco a aujourd'hui 5 ans et va réaliser 7 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, emploie 25 personnes, tout à Paris, avec un enjeu qui est très intéressant, et c'est ce qu'on va creuser comme sujet aujourd'hui. C'est l'enjeu de lancer un produit textile autour de la santé, intelligent, qui s'attaque, comme je vous l'ai dit, au mal du siècle, hein, avec un objectif, j'imagine, fort de réassurance pour les acheteurs. Je fais une petite parenthèse pour remercier Michael Weiss, le fondateur de ShapeArt, qui a permis cette introduction. C'est pas la première, donc Michael, je te remercie énormément. Et je vous invite à écouter l'épisode avec Michael sur ShapeArt. Alexis, ça veut dire quoi, Perco ? Alors Perco, c'est un mix de nos 2 noms de famille à mon associé et moi. Mon associé s'appelle Quentin Perraudot et donc moi je m'appelle Alexis Hucot. Perco, on a donc mixé nos 2 noms de famille. Ça fait Perco. Exactement. D'accord. Est-ce que ça a une signification dans une langue par le plus grand des hasards? Non, il n'y a aucune signification. Il y a aucune signification. On a fait un brainstorming au tout début pour essayer de trouver un nom et c'est Perco qui est ressorti, mais il n'y a pas de signification au nom Perco. C'est bien parce qu'en plus j'imagine que le .com était libre. Exactement. Bon, très bien. Vous avez 5 ans aujourd'hui, donc on va creuser avec toi la genèse et le lancement. Vous avez fait ça à la sortie de votre master. Toi, tu es de formation ingé, hein, c'est ça? Alors, on est tous les deux de formation ingénieur. Quentin a fait l'INSA Lyon et moi j'ai fait l'EPFL, donc en Suisse. Tous les deux ingénieurs. Ensuite, on s'est inscrit dans un master en entrepreneuriat à Centrale ESSEC. On se connaissait pas à ce moment-là. On s'est finalement rencontrés sur les bancs de l'ESSEC au début du master, avec tous les deux l'envie de créer une boîte, de développer un produit qui fait du bien au quotidien. Et donc, on a commencé à travailler sur Perco à ce moment-là, vraiment au tout début de notre master à l'ESSEC. D'accord. Donc, c'est votre première boîte, enfin première expérience, première boîte. Exactement. Première expérience, première boîte avec au départ, encore une fois, on se connaissait pas du tout. L'idée de Perco, elle est venue en observant un petit peu autour de nous, en voyant que le mal de dos est vraiment un problème qu'on
qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui a mal au dos. Le constat de base, c'était mon père qui est dentiste, donc toute la journée au-dessus de ses patients et qui avait très mal au dos et qui faisait finalement pas grand-chose pour lutter face à ces douleurs. Et en discutant avec Quentin, on a commencé à creuser un petit peu cette problématique, à partir pour rencontrer des médecins, des kinés, des ostéos pour comprendre le mal de dos. Ils nous ont tous remonté les mêmes chiffres, c'est que 80% de la population mondiale a ou aura au moins une fois dans sa vie mal au dos. C'est la première cause d'arrêt maladie en France. Les chiffres font un peu peur. Attends, c'est la première cause d'arrêt maladie en France ? Ouais, c'est la première cause d'arrêt maladie en France. C'est le mal du siècle. Ouais, c'est ce que je disais en intro, effectivement. Mais je pensais pas qu'on en était la première cause d'arrêt maladie en France, c'est les maux de dos. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vend pas que au grand public et on vend aussi aux sociétés. On pourrait y revenir juste après. Ouais, avec grand plaisir. Et du coup, avant de disons, confirmer que vous alliez travailler sur le sujet, il y avait les études, il y avait les enquêtes, il y a ton insight plus personnel sur ton père qui est dentiste. Est-ce que vous avez conduit des interviews, des entretiens ? Est-ce que vous avez essayé de récolter plus d'insights ? Alors, on a pas. Sujet. Ouais, bien sûr, on est tous les deux ingénieurs, moi en génie civil et lui en génie industriel. Donc le mal de dos, on connaissait pas plus que quelqu'un dans la rue. On voyait la problématique, mais on savait pas trop comment attaquer cette problématique-là. Et donc, on est parti rencontrer beaucoup d'experts santé, de médecins, de kinés, d'ostéopathes, qui nous ont tous expliqué qu'il n'existe rien aujourd'hui qui vient réapprendre à l'utilisateur à bien se tenir. Et pourtant, 80% des maux de dos sont dus à une mauvaise hygiène de vie. Principalement à une mauvaise posture au quotidien. On a tendance à être de plus en plus assis. On est assis en moyenne 10 heures par jour. Et qu'on soit dans le métro, sur nos téléphones ou devant l'ordinateur avec des écrans portables, on a très souvent tendance à avoir des mauvaises positions, des mauvaises postures. Et finalement, 80% des maux de dos sont dus à cette mauvaise hygiène de vie. Et donc, tous les médecins, tous les kinés, les ostéos qu'on a rencontrés nous ont expliqué qu'il existe donc rien qui vient réapprendre à l'utilisateur à bien se tenir, en prenant l'exemple de la ceinture lombaire, qui est un super produit sur le court terme pour soulager sa douleur, mais finalement assez mauvais sur le long terme parce que ça vient atrophier le muscle. Donc il ne faut pas porter une ceinture trop longtemps, il faut la porter si on a très mal au dos, ça permet de soulager, mais si on porte la ceinture trop longtemps, nos muscles s'atrophient et on commence à être dépendant à la ceinture. Donc très vite, on a voulu développer un produit qui vient réapprendre à l'utilisateur à bien se tenir sans travailler à sa place. Ça, c'était l'objectif après les différentes rencontres qu'on a pu faire de médecins, d'ostéos, etc. Ok, et du coup, là, vous partez sur un prototype ? Là, on part sur un prototype en se demandant comment est-ce qu'on allait faire ce prototype parce qu'on était donc tous les deux étudiants à l'ESSEC. Pour ça, on a très vite compris qu'il fallait qu'on s'entoure. Donc, on s'est entouré de 2 sociétés. Une qui s'appelle Cogito Bio, qui est spécialisée dans la recherche sur le système musculo-squelettique. Donc, c'est des ergonomes. Ils sont à côté d'une école d'ostéopathes aussi. Et une qui s'appelle TopTex Cube, qui est une société spécialisée dans l'innovation textile. Et donc, avec ces 2 sociétés-là, on a travaillé pendant quasiment un an. On réfléchissait avec Cogito Bio à comment faire pour avoir un produit textile qui permet de redonner les bonnes habitudes à l'utilisateur sans travailler à sa place. Et on demandait à TopTex Cube de trouver les bonnes matières et de faire les prototypes. Et ensuite, on faisait évoluer nos prototypes comme ça. Donc c'est un peu le bureau d'études et le bureau de design entre TopX Cube et Cogito Bio. Ok. Exactement. Et combien de temps ça a pris pour arriver à Pardon, vas-y. Quand on avait un prototype qui commençait à ressembler à un produit fini, on a commencé à faire des études en laboratoire avec TopTex Cube, avec Cogito Bio, qui encore une fois est relié à une école d'ostéopathes qui s'appelle OstéoBio. Et donc on a fait une étude en laboratoire avec eux pour démontrer les bienfaits de notre produit. Jusqu'à cette étape-là, on a mis environ 7 mois. Et ensuite, on a commencé depuis les premiers échanges. Depuis les premiers échanges, on a mis à peu près 7 mois pour avoir une idée du produit qu'on voulait. Ensuite, il y a eu tout un travail de communication parce qu'on s'est lancé avec une campagne de financement participatif. Et ensuite, tout un travail de sizing, donc définir les bonnes tailles pour les produits. Et ensuite, d'industrialisation qui était finalement le travail le plus laborieux et le plus compliqué. Super. Alors, on revient juste sur les 7 premiers mois. Comment est-ce qu'on teste un Perco ? Comment est-ce qu'on teste un prototype en laboratoire ?
Alors déjà, avant d'arriver au prototype en laboratoire, il y en a eu quelques-uns qu'on arrive assez facilement au départ à tester sur nous déjà et sur nos connaissances et toutes les personnes qui nous entourent. Ensuite, on commence à le faire tester à plus de personnes quand on arrive à un produit qui ressemble à un produit fini. Pour le tester en laboratoire, nous, on a eu pas mal de subventions de la BPI au départ qui nous ont permis justement d'apporter des preuves et de pouvoir se permettre de faire des tests en laboratoire. Ensuite, les tests en laboratoire, c'est les personnes, il y avait 15 personnes qui passaient avec le produit Perco équipé de capteurs, sans produit, et on remodélisait entièrement leur colonne vertébrale pour voir leur amélioration de posture. On est toujours dans cette démarche de validation de produits. Encore 5 ans après, on est toujours dans cette démarche-là. On fait beaucoup de tests, surtout en B2B quand on va équiper des salariés de société. On fait énormément de tests, on prend les retours et au final, c'est comme ça qu'on va créer une marque forte aussi et qu'on va s'imposer comme les experts sur le mal de dos. C'est vraiment en démontrant les bienfaits de notre produit. Ok, compris. Est-ce que tu as une idée du montant que vous avez dépensé? Enfin, qu'est-ce que ça a coûté d'arriver à un produit qui est finalisé? Donc pas encore produit, mais en tout cas un prototype qui sera celui qui sera copié à grande échelle. Ça nous a coûté des dizaines, de milliers d'euros Ok. pour arriver à Et vous ça. étiez financé avec la BPI ou avec des... On a été financé à ce moment-là de deux manières. Il y a la BPI qui nous a accompagnés en effet très tôt, et qui a continué d'ailleurs à nous accompagner pendant les 5 ans de société. Et on a eu dès le début un accompagnement de l'ESSEC, qui a un fonds d'amorçage et qui a investi au tout début de l'histoire de Perco. Ils ont investi à hauteur de 75 000 euros. Et ça nous a permis d'aller jusqu'à la phase de campagne de financement participatif. D'accord. Vraiment intéressant. Du coup, au bout de 7 mois, on a ce proto qui est validé, qui est la version finale. Tu as deux choses à faire. Trouver du financement et vous allez lancer le crowdfunding et le produire à grande échelle, c'est ça? Exactement. Il y a même une troisième chose qui est la première, qui est la principale, qui est de démontrer qu'il y a un vrai intérêt marché et qu'il y a une vraie demande sur le produit. Ça, c'était l'étape principale, c'est-à-dire qu'on sortait d'un an de master en entrepreneuriat à l'ESSEC, on terminait nos études, on croyait à ce produit, on avait envie de le lancer, mais on voulait assez vite avoir la certitude que le produit intéresse et qu'il y avait une vraie demande. Donc ça, c'est la première raison de cette campagne de financement participatif. La deuxième, c'est finalement ce que tu viens de dire, c'est le financement qui est une conséquence. S'il y a une demande et derrière, il faut pouvoir avoir les moyens d'aller industrialiser le produit. Industrialiser le produit sur du textile avec un système de taille, de couleur, etc., ça coûte très cher. Et donc, cette campagne nous a permis de financer cette première production. Et le troisième enjeu, ça a été de trouver la bonne usine, de comprendre comment est-ce qu'on industrialise un produit textile parce qu'on n'avait pas l'expérience là-dedans. Et ça a été en effet une étape assez challengeante. La production grande échelle, enfin trouver le partenaire avec lequel vous allez y produire. Bah écoute, commençons par ça. Et du coup, comment vous y êtes pris? C'est un produit. Alors, pardon, faisons juste un pas de côté pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le produit. C'est ce que je te disais quand on préparait l'entretien. Moi, je suis targeté. Je sais pas pourquoi, mais je suis targeté. Donc, je l'ai vu déjà. Je l'ai pas encore essayé. Mais à quoi ça ressemble Vous avez plusieurs produits, mais qu'on comprenne bien Ouais, ce qu'est un ouais, produit Perco, on a en un effet line. plusieurs produits. On a continué à développer la gamme. L'innovation est vraiment au cœur de notre développement. Donc, on sort au minimum un produit par an. Aujourd'hui, on a une gamme de 3 textiles qui a la même technologie qui s'appelle la technologie Line. Et la technologie Line, c'est la technologie qu'on a brevetée et qu'on a démontrée, qui est une technologie de tenseur. Donc, comme des élastiques au final, qui vont venir par action mécanique. L'enjeu, c'était d'avoir les produits les plus simples possibles dans l'usage, donc qui se mettent, qui s'enlèvent, qui s'entretiennent comme n'importe quel autre produit, et qui, contrairement à plein d'autres produits qu'on peut voir de plus en plus, ils ont une double action. On va pas seulement agir sur les épaules, mais on va agir sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc quand on commence à s'avachir, on va ressentir 2 actions, une dans le bas du dos et une sur les épaules, qui vont nous donner envie de nous redresser et d'adopter la bonne posture. Aujourd'hui, on a Mais 3 produits. Le Line-Up ouais. qui est un produit, un sous-vêtement pour le quotidien, le Line Fit qui est un t-shirt de sport et le Line Pro qui est beaucoup plus un gilet pour l'activité manuelle, le bricolage, le jardinage. Du coup, 3 textiles différents, j'imagine, mais les mêmes tenseurs, ou en tout cas les mêmes. 3 textiles différents exactement, les mêmes tenseurs, pas tout à fait la force des tenseurs est pas tout à fait la même selon les produits, mais en tout cas le positionnement des tenseurs et cette double action, le fait d'appuyer dans le bas du dos et d'ouvrir les épaules de thorax, ça on le retrouve sur les 3 produits. Et le vrai point fort de notre produit, encore une fois, c'est qu'on n'est pas contraint, on va pouvoir vivre normalement, mais on va ressentir ces 2 actions qui fait qu'on va avoir envie de se redresser et d'adopter la bonne posture. C'est quoi? C'est comme une force? C'est comme un.
C'est comme une force. L'effet C'est comme grossièrement un élastique. Ok. Donc quand on commence à s'avachir, on va venir tendre l'élastique et ça va venir créer cette double action bas du dos et sur les épaules, qui fait que naturellement c'est l'utilisateur qui se redresse, qui en se redressant il renforce son dos, il réadapte la bonne posture et donc à terme il sera moins sensible aux douleurs. Ok. Je suis bêtement en train de faire l'exercice derrière le micro, mais quand je suis avachi par rapport à quand je me tiens droit, c'est l'histoire de quelques centimètres à peine, hein, j'imagine, de différence. Oui, ça, c'est histoire de quelques centimètres à peine. Encore une fois, nos produits, ils vont pas venir agir comme une ceinture lombaire, on va pas être bloqué. Par contre, si tu fais l'exercice, quand un kiné ou même une maman, quand elle va dire à son enfant, tiens-toi droit et qu'elle va venir appuyer dans le bas du dos avec son doigt dans le bas du dos sur le dos de son enfant et ouvrir les épaules, il n'y a pas besoin finalement de mettre une grosse pression pour que la personne se redresse assez naturellement. Au final, on a des réflexes qui fait qu'on va se redresser très naturellement. En fait, on n'y pense pas au quotidien et le produit là, c'est un rappel à l'ordre pour réadopter la bonne posture. Un rappel à l'ordre, j'adore. Je referme la parenthèse. On est courant 2014, c'est ça? Vous avez un produit prêt à être produit et vous devez prouver qu'il y a un marché et vous devez vous financer. Donc commençons par la production. Comment est-ce qu'on trouve un partenaire? Où est-ce qu'ils sont produits vos produits? Alors, nous, la difficulté et la beauté de du début de notre histoire, c'est que pour lancer la production, on a fait une campagne de financement participatif avec l'objectif de prévendre pour 30 000 euros nos produits. Et c'est un objectif qu'on a atteint en 7 heures. Et au bout d'un mois, on a prévendu pour environ 400 000 euros à plus de 5 000 clients dans 90 pays du monde. Donc, la beauté de cette campagne, c'est que ça nous a permis de démarrer massivement avec une visibilité très forte. La difficulté qu'on avait, c'est qu'on avait directement environ 4000 clients à livrer qui attendaient le produit quelques mois après, alors que finalement le produit sortait d'une campagne de communication et n'était pas forcément finalisé. Donc directement, il y a eu deux enjeux. Le premier, c'était de finaliser le produit avec le système de sizing et de finaliser vraiment le produit. Et le deuxième, c'était de trouver une usine qui était à même de produire nos produits parce qu'on a finalement des produits qui sont très techniques. N'importe quelle usine textile ne peut pas faire nos produits. Donc il a fallu trouver une usine et une usine qui était capable de nous sortir les produits dans un temps acceptable Dans un laps de temps, parce ouais. qu'on avait déjà 5000 pièces à livrer. Et donc, on n'avait pas forcément de connaissances dans le textile. On a rencontré pas mal de monde, on a discuté autour de nous et au fur et à mesure, on s'est rapproché de quelques usines. Et aujourd'hui, nos produits, ils sont faits c'est que des matières qui sont européennes, qui sont italiennes, françaises, autrichiennes, et la confection se fait en Tunisie. D'accord. C'est la même usine aujourd'hui que celle que vous avez choisie il y a 5 ans? Non, on a changé plusieurs fois. C'est toujours en Tunisie. Aujourd'hui, on est en Ouais. train d'essayer de trouver une autre usine dans un autre pays, mais c'est toujours en Tunisie, mais c'est une autre usine par rapport à celle du début. Pourquoi est-ce que vous avez changé 2 fois du coup? On a changé parce que on a eu, comme au final toute boîte qui industrialise son produit, on a eu des grosses difficultés avec les premières usines qu'on a rencontrées. Aujourd'hui, on a un partenaire de grande qualité qui arrive à monter en cadence de production et qui respecte une qualité de production exceptionnelle, mais c'était vraiment pas le cas au début. C'était vraiment pas le cas au début. Ok. Entre le moment où tu leur apportes un prototype avec un cahier des charges, j'imagine qu'il y avait un cahier des charges, et le moment où ils lancent la prod, il se passe combien de temps? Alors ça, Parce que c'est j'imagine qu'ils font les tests enfin, toi, tu choisis ton partenaire j'imagine plein de critères et les tests doivent en faire partie. Ouais, alors si tu veux, après une campagne de financement participatif sur Kickstarter, alors les gens qui achètent sur ce site-là, ils savent qu'il y aura un petit peu de retard au début et le but c'est de soutenir un projet. Nous, on s'était engagé à livrer tout le monde. La campagne a eu lieu en septembre et on s'était engagé à livrer tout le monde au mois de mars. On a réussi à trouver l'usine le 23 décembre et on les a rencontrés pour la première fois le 23 décembre. Et je me souviens qu'ils nous avaient dit, vous pouvez être tranquille, partez en vacances à Noël, Nouvel An, et on démarre début janvier, on arrivera à livrer tout le monde fin janvier. Et c'était le cas? Donc j'étais super content, mon associé aussi, et au final fin janvier on n'a toujours pas vu un produit sortir de l'usine et on a commencé à s'inquiéter un petit peu et donc à partir de février on a été en Tunisie et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de boulot et donc là on y a passé pas mal de temps sur les mois qui ont suivi pour essayer de sortir les produits mais en fait ils étaient pas du tout équipés, ils avaient pas du tout les appareils qu'il faut
pour industrialiser notre produit. Donc le choix de l'usine n'a pas été bon au départ parce qu'on s'est précipité et qu'on avait peu d'opportunités. Et on a appris aussi grâce à cette erreur-là, mais on s'est pas déplacé assez vite pour aller voir l'usine. C'est un premier bon enseignement, j'imagine. J'ai eu sur des clients dont je pourrais pas dire le nom, mais et on l'a aussi sur on l'a vu sur d'autres épisodes dans le panier. Je pense que prendre un peu de marge pour bien choisir son prestataire et s'assurer que la première prod sera la bonne, sera dans les temps. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Ouais, bien sûr. Après, nous, on avait des milliers de clients qui attendaient le produit et on avait peu d'opportunités. Et au final, l'opportunité, maintenant, on a vraiment une usine qui est exceptionnelle. Et c'est parce qu'on a été en Tunisie qu'on a démarré avec une usine un petit peu moins bonne au départ, qu'on a réussi à avoir ce contact-là aussi. Donc, il faut aussi avoir des contacts dans le milieu, chose qu'on n'avait pas au départ. Donc, je sais pas comment on aurait pu faire autrement. Mais c'est sûr que après coup, on a Vous êtes pas perdu. fait vous êtes pas fait accompagner là-dessus? On s'est fait accompagner de différents mentors qu'on peut avoir. On a plusieurs personnes, surtout à l'ESSEC. Au départ, on avait quand même pas mal de profs, de directeurs de master qui nous suivaient, qui nous donnaient pas mal de conseils. Mais ils n'étaient pas forcément spécialisés dans le textile. Et encore une fois, c'est un produit qui est pas simple à faire. Aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui ont des usines textiles, savent pas forcément faire des produits techniques. Donc c'est pas simple de trouver la bonne usine. Aujourd'hui, on l'a vraiment et on en est très satisfait, mais ça a pris un Ok, peu de temps. Ouais. ok, compris. Pourquoi la Tunisie? Pourquoi la Tunisie? C'est aussi par les contacts qu'on a pu avoir et les opportunités. On a essayé de trouver une usine en France, en Europe. Ensuite en Tunisie en même temps. Au final, par opportunité, on est arrivé en Tunisie. On en est plutôt très satisfait. Ils sont plutôt très bons dans le textile. Ils ont un vrai avantage où il n'y a pas de décalage horaire. Ils parlent français aussi, donc ça simplifie quand même pas mal les échanges et la communication au quotidien. Ouais, Mais c'est à voilà, 2 heures de vol et c'était beaucoup par opportunité aussi et par contact. ok, entendu. Donc ça c'est un sujet. La campagne, tu m'as dit, se termine en septembre, c'est ça? Vous vous êtes engagé à livrer en mars. Au final, vous avez livré quand? On a livré un mois après, je crois, un ou 2 mois. On a Bon, livré fin avril, début mai. bon, on va dire acceptable. Et donc dans cette période, il y a eu 2-3 mois de recherche de partenaires, une première validation fin décembre. En janvier, vous réalisez que ça va être plus compliqué que prévu. Vous allez sur place et la production se met en route et vous arrivez à livrer tu m'as dit quoi, fin avril, début mai, hein. Exactement. Ok, pour parler maintenant du financement, vous avez choisi de lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Ouais. Comment est-ce que vous avez lancé cette campagne? Qui a été un beau succès. Tu m'as dit que l'objectif c'était 30 000 et vous avez fait 400 000, c'est ça? Exactement, ça dure une campagne qui dure C'est un beau, hein? mois et les 30 000, on les avait fait au bout de 7 heures. Donc c'était super parce que quand tu bosses sur un projet depuis un an et que tu sais pas trop les retours que tu vas avoir et en 7 heures tu atteins ton objectif, c'était un moment génial qu'il a fallu assumer derrière avec la production, mais c'était vraiment un super moment. Et c'est des résultats qui tombent pas du ciel. C'est au final une campagne de financement participatif, c'est une campagne de communication. Et donc, il a fallu, on a travaillé avec mon associé pendant 2-3 mois sur cette campagne, déjà à choisir la bonne plateforme euh, et ensuite à voir comment est-ce qu'on allait communiquer autour de cette campagne. Une campagne qui fonctionne, c'est une campagne qui fonctionne dès le début en fait. Le faux départ est impossible. Si tu te lances bien, derrière ta campagne, elle tourne un petit peu toute seule parce que la plateforme te met en avant et ensuite tu profites du réseau de la plateforme et de l'excitation autour de la campagne. Les médias s'emballent aussi, en tout cas s'emballaient pas mal autour des campagnes Kickstarter. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais donc tout l'enjeu en fait pendant 2 mois, on a réfléchi aux 24 premières heures de la campagne Kickstarter. Et une fois qu'on avait fini ces 24 premières heures, on s'est regardé, on a vu le résultat qui était très bon et on s'est dit bah maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on anime la campagne, parce que finalement tu n'animes pas du tout la campagne de la même manière si elle se lance bien ou si elle se lance pas bien, quoi. Ok, et ben justement, c'est quoi les ingrédients d'un bon lancement? Nous, ce qui a fonctionné, c'est toute la préparation autour de notre réseau, que ce soit notre réseau très proche. Au final, c'est les personnes très proches qui vont soutenir ton projet le plus rapidement possible. Encore une fois, il faut qu'il y ait une vraie excitation autour du projet au départ. Donc, pour faire ça, tu fais des prix qui sont réduits
sur des quantités assez faibles pour que les gens aient vraiment envie d'y aller à l'heure à laquelle la campagne se lance. Donc il y a tout un travail un petit peu de préparation et d'excitation des personnes autour du projet. Et nous, ça a vraiment été ce qui a lancé, ça a été le réseau. Donc le réseau très proche avec toutes les personnes qu'on peut connaître et qui nous ont soutenus, et le réseau des écoles, entre mon école en Suisse, l'école de Quentin Lins à Lyon, et ensuite on faisait un master en entrepreneuriat à Centrale ESSEC. On a beaucoup profité des réseaux, surtout des écoles françaises, où il y a un vrai où il y a un vrai réseau qui est important, et donc c'est toutes Et ces d'entraide. personnes-là et d'entraide exactement, et c'est toutes ces personnes-là qui ont soutenu le projet au départ, qui ont permis de mettre le projet en avant sur la plateforme Kickstarter. On était la deuxième plus grosse campagne Kickstarter française à l'époque, et donc il y a eu un vrai engouement ensuite, et ensuite encore une fois on est mis en avant par Kickstarter et tout s'emballe assez naturellement. Ok, donc c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure. Faut réussir son lancement, on peut pas lancer 2 fois. Est-ce qu'il y a une récompense, une prime à la vélocité? Il faut que ça parte très vite. Est-ce que l'algo, à l'époque en tout cas, a privilégié, a récompensé Ouais, ce, bien ce, sûr. déra- ce Bien démarrage sûr, parce fort? que Kickstarter a aussi intérêt à avoir des campagnes qui fonctionnent bien sur leur plateforme. Donc au final, une campagne qui se lance bien, assez naturellement, leur algorithme va te mettre en avant. Ils ont aussi des newsletters qui partent régulièrement à tous leurs clients. Ils ont des clients dans le monde entier. Encore une fois, nous on a vendu dans 89 pays du monde pendant notre campagne Kickstarter. Donc ça fonctionne vraiment très bien dans le monde entier. Et donc oui, ils ont un algorithme qui fait que ils te mettent en avant si la campagne se lance bien. Et ensuite, ça permet aussi d'aller à l'international assez vite, parce qu'on a vendu dans 89 pays du monde pendant cette campagne. Et donc, ça nous a directement obligé à avoir une logistique aussi qui tient la route, à être capable d'envoyer des colis dans le monde entier. Donc, on a vraiment gagné du temps avec une campagne réussie. Ok. Alors vos produits aujourd'hui sont à 129 euros. Ils étaient à 129 euros il y a 5 ans? Ils étaient à 129 euros dès le début. D'accord. Et du coup, la remise que tu as faite sur le premier cercle, Ouais. elle était de combien? C'est aussi ça, une campagne Kickstarter, ça nous a permis aussi de tester le prix. Au final, on a fait, si je dis pas de bêtises, quelques pièces, mais vraiment quelques dizaines de pièces à 69 euros. Ensuite, une cinquantaine de pièces à 79 euros. Et ensuite, en fait, on augmentait les paliers au fur et à mesure, et on s'est rendu compte que pendant toute la campagne, même quand on était à 109 euros, je crois qu'on a arrêté à 109 euros, même à 109 euros, le produit finalement partait très bien. Les gens avaient un vrai intérêt sur le produit à ce prix-là. Et c'est comme ça qu'on a aussi positionné derrière le prix à 129 euros, et qui est un prix qu'on n'a jamais retouché depuis 5 ans. C'est hyper intéressant. On l'a souvent dit ici, mais c'est vrai que t'as une campagne de financement. Alors déjà, ça sert à financer, bien sûr, évidemment, mais surtout, ça te permet de prouver qu'il y a un marché. Quand tu as 30 000 euros d'objectif et que tu en fais 400 000 et que tu vends 4 000, tu m'as dit quoi, 5 000 pièces à 4 000 clients, c'est ça? Exactement. T'as prouvé là, objectivement, qu'il y avait un marché. Ça te permet d'aller voir la BPI, ça te permet d'aller voir des banques. Ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que j'avais pas en tête, mais c'est que ça peut te permettre de tester ton pricing. Ça Et peut. du coup, toi, en plus, t'as de la data sur chaque palier, la manière dont il prend ou non, quoi. Exactement. Ok, Exactement. Ça permet super. aussi de voir s'il y a un marché qui est plus réceptif que les autres. Nous, on s'est rendu compte que c'était très bien réparti dans les différents marchés, mais ça permet de tester le marché qui est le plus réceptif. Ça permet de tester le prix. Ça permet aussi, quand la campagne est réussie, d'avoir une vraie bonne visibilité. On a eu des vrais bons passages derrière à la télé, sur France 2, sur TF1, etc. Donc d'avoir une visibilité Pen- très forte au départ, ça a été Pendant vraiment la campagne. pendant la campagne ou juste après la Ok, campagne. ok, super intéressant. Combien ça vous a coûté, cette campagne? Un ordre de grandeur? Je parle de la création de contenu, des vidéos, des photos. Bah alors on le faisait pas mal à la main au final. Notre page Kickstarter, c'était pas de la, c'était fait main. Donc si on refaisait une campagne aujourd'hui, elle serait plus jolie que ce qu'on était capable de faire il y a 5 ans. Après, le vrai travail à faire, c'est d'avoir une bonne vidéo. Ça, c'est la base, et c'est d'ailleurs encore la base de notre travail aujourd'hui. On utilise presque encore cette vidéo qu'on remonte et qu'on change. Et la vidéo, une bonne vidéo, ça coûte facilement 10 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait. J'ai entendu ici et là qu'une campagne peut coûter 20, 30 000, sans compter l'achat média ou en comptant à la rigueur l'achat média pour la booster un petit peu. Vous en avez mis ou pas, d'ailleurs? On en a mis un tout petit peu à la fin, mais vraiment pas Parce beaucoup. que 350 000, c'était pas assez.
Non, parce que une campagne Kickstarter, en tout cas encore une fois au moment où on les faisait, ça fonctionnait beaucoup en U en termes de vente, c'est-à-dire que les ventes étaient très fortes au départ. Ensuite, il y a normalement un petit coup de mou au milieu de la campagne qui dure entre 30 et 60 jours selon ce qu'on choisit. Et il y a une excitation à la fin parce qu'il reste Parce peu qu'il de reste temps. 24 heures pour. Et donc à la fin pour voir un petit peu comment ça fonctionne, on en avait fait, mais vraiment je sais même plus sur quel montant parce que c'était vraiment anecdotique. Ok, compris. Donc vous arrivez à prouver qu'il y a un marché, vous vous financez, vous avez lancé la production en Tunisie et on arrive en avril, c'est ça, 2015. Ouais, J'ai juste. ouais, En avril, et vous commencez à livrer vos clients. En parallèle, vous avez créé un site, j'imagine, exactement. que vous avez mis sur WordPress, mais est-ce que vous l'avez dès le début? On a commencé les ventes quelques mois après, de avril à juin, on a terminé la production. Juillet, août, on a produit pour avoir du stock. Et à partir de septembre 2015, on a commencé à faire des ventes sur notre site internet. Pourquoi ne pas avoir continué sur votre site ou en propre à faire de la précommande après la campagne Kickstarter? Bah, parce qu'on avait déjà pas mal à faire. C'était la Ok. première raison, c'est qu'il fallait déjà sortir toutes les pièces. Et après, on faisait pas de pub Facebook, mais notre site était quand même ouvert pour acheter le produit. Je me souviendrai toujours, on était en février, donc on était en Tunisie à ce moment-là, on vivait presque en Tunisie, et on avait eu un super passage qu'on avait tourné un mois avant, un passage sur Télématin sur France 2, où il y avait eu des retours, des retombées en termes de vente exceptionnelles. Et donc voilà, on a continué à vendre même pendant ces périodes-là, mais c'était pas, on cherchait pas forcément à faire de la pub, à suivre et à maximiser, à avoir un maximum de ventes à ce moment-là, parce que l'enjeu était vraiment de tenir notre engagement auprès des clients qui avaient déjà acheté le produit pour les livrer au plus vite avec une qualité de produit assurée. Ok, compris. Alors, avance rapide, on est aujourd'hui en 2020, ça fait 5 ans que vous avez lancé, que cette campagne, c'est fini, que vous avez livré vos premiers clients, d'ailleurs ça fait 5 ans exactement. Vous êtes 25 personnes, vous allez faire 7 millions d'euros cette année de chiffre d'affaires, vous distribuez en direct to consumer sur le site, mais aussi, on le verra plus tard, en retail et en B2B. Euh, et vous avez surtout lancé maintenant plusieurs produits. Tu as dit un produit par an, c'est ça? Exactement. Donc le premier produit, c'était lequel? Le premier produit, c'était Line Up, donc c'est un sous-vêtement pour le quotidien. C'est toujours notre best-seller aujourd'hui pour le grand public. Et en fait, à chaque fois qu'on sort un produit, on le sort. L'enjeu, c'est pas de cannibaliser déjà l'ancien produit, mais c'est d'avoir un produit qui permet de compléter la gamme et d'avoir une gamme encore plus large. Et on sort toujours le produit en allant poser des questions à nos clients et en regardant vraiment leurs besoins. Donc le deuxième produit, on l'a développé parce qu'on a beaucoup de clients qui nous disaient est-ce que je peux mettre le line-up pendant le sport? La réponse était pas oui, mais elle était pas non, c'est pas un produit de sport. On a eu la même démarche que la première fois. On est parti rencontrer des médecins, des kinés, des ostéos, qui nous ont expliqué au final que quand on court, on a 300% de notre poids supporté par notre colonne vertébrale à chaque foulée. Et donc les gens achètent des super chaussures, mais en fait c'est Attends, j'ai pas compris. 300%? 300% de notre poids supporté par la colonne à chaque foulée quand on court. Donc Donc du poids qui est au-dessus du bassin, on est d'accord? ouais. Donc Ok. tout le monde sait qu'il faut avoir des bonnes chaussures quand on court pour amortir les chocs, mais en fait garder une bonne posture, c'est très complémentaire pour ouvrir sa cage thoracique, améliorer sa respiration, retarder la fatigue musculaire. Et donc l'année d'après, on a sorti le Line Fit, Line Fit qui est un t-shirt qui permet de protéger le dos pendant le sport. L'année après, on a sorti sur une demande de la SNCF qui nous a dit vous devriez nous faire un gilet pour tous nos métiers en mouvement. Et donc on a sorti le Line Pro qu'on a développé pour la SNCF, avec la SNCF, et qui est aujourd'hui référencé à la SNCF pour tous les métiers en mouvement. Ça, c'est notre troisième produit. Ensuite, on a développé un petit peu la gamme en sortant un objet connecté qui s'appelle Wavy, qui est un petit boîtier qu'on met dans le haut du dos et qui permet de traquer la posture, de donner des informations sur comment on se tient. Et en plus de ça, d'aller un peu plus loin en ayant un coach qui va nous donner des exercices pour renforcer le dos par rapport à l'endroit où on est et aux douleurs qu'on peut avoir. Et là, Non, notre prochain produit il sort en septembre. et ce sera dans quel Sur celui-ci, je laisse un petit peu de suspense, mais de peu de suspense, ce hein. sera un produit qui sera différent des deux autres gammes, qui sera encore une fois Ok, on va pas complémentaire. spoiler alors. Autant les trois premiers, je comprends, c'est du textile avec des tenseurs, donc on reste dans un domaine que vous avez commencé à maîtriser, on va dire. Le Wavi, euh, on le
on le met dans le dos, mais c'est un objet connecté. C'est un objet connecté. Ouais. Ok, c'est un autre métier, ça. C'est complètement un autre métier. Ouais. C'est Et complètement un alors, autre comment est-ce que vous métier. avez fait la R&D là-dessus? On a fait la R&D parce qu'on a gagné un concours de la BPI qui s'appelle le concours mondial de l'innovation assez tôt en 2017 si je dis pas de bêtises ou 2016 même. 2016 et qui nous a permis d'avoir une grosse subvention qui nous a permis de développer un objet connecté pour le dos. Et donc c'est au final on a réussi à trouver des subventions à chaque fois pour développer et faire toute la R&D sur ce produit-là. Donc on a une équipe en interne avec un CTO qui a développé ce produit. On a développé l'application en externe et on a mis ce produit sur le marché l'année dernière. Mais en effet, c'est un métier qui est tout autre que le textile aujourd'hui. Et notre best-seller aujourd'hui, les produits qu'on vend le mieux, c'est les produits textiles. Les produits textiles. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, 4 produits à date, un cinquième qui sort en septembre. Qu'est-ce que tu as comme KPI à ton tableau de bord? À quel niveau? Comment est-ce que qu'est-ce que tu regardes? Quel chiffre tu regardes tous les matins quand tu arrives au boulot ou quand tu te lèves? On regarde pas mal de choses, et selon les périodes en plus. Là, on sort d'une crise qui a touché deux business units sur les trois, donc on regarde pas la même chose. Sur le site internet, évidemment, on va regarder les ventes qu'on fait, les ventes qu'on fait et l'investissement qu'on a pu faire. Et ensuite sur le B2B, on va plus suivre le nombre de rendez-vous qu'on a ou que nos distributeurs peuvent avoir de présentation de produits. Et sur le retail, on va suivre les mises en avant. Encore une fois, selon les périodes, on va pas du tout suivre la même chose. Là, les magasins sont en train de se relancer, donc on est en train de les accompagner sur le fait qu'ils reprennent du stock, sur le fait qu'ils remettent le produit en avant. Donc selon les business units, on va pas regarder la même chose. Ok. Alors, tu dis business unit, je crois pas on les vraiment défini jusqu'à présent, mais ce que tu appelles business unit, c'est les canaux de distribution presque? Ouais, c'est Retail, exactement. B2B ou direct to consumer? C'est les trois pôles chez nous. C'est les trois pôles qui font du chiffre D'accord. d'affaires, donc on les appelle les business units. Est-ce que chaque produit a sa propre particularité en termes de distribution euh, et de clients? Ouais, bien sûr. Alors vraiment sur le grand public, chaque produit touche pas du tout les mêmes clients. Le line-up, c'est un produit plutôt grand public pour le quotidien, Line Fit pour le sport, Line Pro pour le jardinage, le bricolage et Wavy plus pour des gens qui aiment les objets connectés. Donc ils sont tous vendus sur notre site, mais par exemple en magasin, on n'a pas du tout les mêmes réseaux de distribution pour chaque produit. Line-up, il va être vendu dans un réseau comme Nature et Découverte ou comme Bleu Libellule, et on va bientôt faire un test en pharmacie. Le Line Fit plus dans des magasins de sport, le Line Pro chez Espace Emeraude par exemple, qui est plus une enseigne de bricolage. Et ensuite Et pour en le direct B2B, c'est ça pour le Line Pro? et en direct B2B, exactement pour le Line Pro, aujourd'hui on vend que pour le B2B, on vend que deux produits sur les quatre. On segmente l'offre B2B avec le Line Pro qui est un produit pour les métiers en mouvement et le Line Up qui est un métier qui est un produit pour les métiers sédentaires. Ok. Alors rentrons sur le B2B, c'est intéressant. C'est quoi le B2B chez Perco? Bah, le B2B, C'est qui le B? le B2B, c'est ce qu'on disait en fait au début, ce que je te donnais comme chiffre au tout début, c'est la première cause d'arrêt maladie en France. Et en fait, dès qu'on a fini la campagne Kickstarter, on a eu pas mal de visibilité et là, on a eu beaucoup de sociétés qui sont rapprochées de nous. C'est un marché qu'on n'avait pas forcément imaginé, qu'on n'avait même pas du tout imaginé au début. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont rapprochées de nous en nous disant en fait vos produits, on serait hyper intéressés pour les tester pour nos salariés. Aujourd'hui, le mal de dos, il coûte par an et par salarié à peu près 900 euros. Et donc, toutes les sociétés, en tout cas celles qui, En moyenne par salarié ou en par moyenne salarié par touché? salarié. Et donc, la plupart des Attends, sociétés attends, sont à la attends, recherche attends, de. c'est 900 euros, presque 1000 euros par employé, par salarié. C'est ce que ça coûte, du coup, quoi, sur les mutuelles, sur les charges? Bah, Enfin, c'est l'impact que ça a sur c'est ça? exactement. Ok. Et donc, les sociétés sont vachement à l'écoute de produits qui peuvent améliorer le bien-être de leurs salariés et atténuer les maux de dos. Donc, en fait, c'est les sociétés qui se sont rapprochées de nous, avec qui on a fait des tests. Et ensuite, on a développé la gamme. Et le Line Pro, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on l'a vraiment développé sur une demande de société pour les métiers en mouvement. C'est un produit qui est, comme son nom l'indique, beaucoup plus professionnel. Et donc, aujourd'hui, on va équiper
tout type de société, que ce soit des petites structures, on va faire des petites commandes, ou des grosses structures comme la SNCF, comme Bouygues, comme Steph, comme FM Logistique, où les cycles de vente sont évidemment plus longs qu'en grand public, mais on va équiper Mais le panier moyen aussi, hein. et le panier moyen aussi évidemment. Enfin, plus élevé, pardon. Ouais, bien sûr. Autant plus élevé que le cycle est long. Ouais. Et donc on va équiper tous les salariés de société, que ce soit des métiers sédentaires avec le line-up ou des métiers en mouvement avec le line pro. Et comment est-ce qu'on va signer la SNCF quand on est perco et qu'on produit quelques milliers de produits par... Alors, je n'ai pas fait le calcul, pardon, mais j'imagine. Comment est-ce qu'on va signer la SNCF? Alors pour le B2B, on a une équipe commerciale qui est dans notre bureau ou sur le terrain pour aller à la rencontre des sociétés. Et on passe aussi beaucoup par des distributeurs qui ont des commerciaux au terrain, et leur métier, c'est au final d'aller présenter des produits de pays, donc d'équipements de protection individuelle, pour protéger les salariés. Donc eux ont aussi du réseau, et c'est aussi pour ça qu'on passe par un distributeur. Ils connaissent tous ces interlocuteurs-là. Et ensuite, la SNCF, par exemple, c'est un client qu'on a en direct. C'est un client qui a commencé il y a maintenant 3 ans, où on a testé quelques produits. Le produit leur a bien plu, on l'a adapté en sortant le Line Pro, on a fait des tests sur différents technicentres avec l'Ergonome National. On a suivi ces tests où ils ont fait des tests en interne de ressenti, ils ont fait des tests aussi avec des capteurs pour voir les bienfaits du produit, et ensuite ils ont validé le produit pour un déploiement. Évidemment, on devait accélérer le déploiement cette année, et au vu des circonstances, c'est un petit peu Évidemment. ralenti. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des cycles de vente qui sont finalement très longs. On démarre avec quelques dizaines de produits qu'on teste, le test se passe bien, on passe à 50 produits, ça se passe bien, on passe à 400 produits, et cette année, on devait arriver à quelques milliers de produits avec la SNCF qui vont être Combien, retardés, pardon? mais on devait en vendre quelques milliers cette année avec Ok. la SNCF. Mais c'est un produit que vous avez co-développé avec eux, du coup. Alors on l'a Ils ont participé à la recherche, au développement? Non, ils nous ont fait leur demande sur le fait d'avoir un gilet qu'on peut bloquer à la ceinture pour éviter que le produit remonte. Et à chaque fois qu'on avait un prototype, on a des très bonnes relations avec eux, donc on le faisait tester avec eux, mais pas que avec eux finalement. Et aujourd'hui, c'est pas un produit qu'on vend que chez eux. Il y a pas mal d'autres sociétés aujourd'hui qui sont en test à grande échelle ou presque en déploiement sur ce produit-là. Donc ça, c'est via des distributeurs EPI, équipements de protection individuelle, c'est ça? Exactement. Ou via vos commerciaux. Et les distributeurs EPI, c'est ceux qui vont présenter un catalogue, j'imagine, aux entreprises. Et vous, l'objectif, c'était d'être dans ce catalogue ou d'être dans leur gamme produit qui était offerte aux professionnels, c'est ça? Exactement, mais finalement, c'est eux qui sont venus, c'est les distributeurs qui sont venus nous voir pour le B2B, parce qu'en fait, ils avaient des demandes de leurs clients qui leur ont dit: est-ce que vous avez Perco? Parce qu'on aimerait essayer leurs produits, et donc c'est eux qui sont venus nous voir pour savoir s'ils peuvent distribuer notre produit. C'est vraiment comme ça qu'on a démarré le B2B, mais oui, c'est ça, on fait partie de leur catalogue. On est un produit qui mettent beaucoup en avant, parce qu'on est un produit innovant et différenciant pour eux. C'est des métiers où ils vendent des chaussures de sécurité, des casques, etc. Et au final, d'avoir une innovation et de pouvoir se différencier d'autres distributeurs, c'est vraiment important pour eux. Ça permet aussi de rentrer dans des nouvelles boîtes. Donc on a une relation très proche avec eux, où on leur demande beaucoup, ils nous demandent beaucoup, et au final, ça nous permet d'avancer assez vite. Super intéressant. Surtout, ce que tu as dit à l'instant, c'est que c'est leurs clients qui leur ont demandé s'ils avaient du Perco. Comment est-ce que les clients ont entendu alors, je sais pas quel type de clients, et je sais pas si on peut les citer, mais comment est-ce que ça s'est passé, ça? C'était, là, on remonte au Kickstarter. Pendant le Kickstarter, on a eu donc beaucoup de clients qui ont acheté le produit, et beaucoup de visibilité avec des passages à la télé. Et au final, les sociétés nous ont vus à ce moment-là, et ont trouvé le produit intéressant, et le remonté à leurs distributeurs, qui eux sont venus nous contacter pour D'accord. distribuer le produit. Donc vraiment, l'histoire avec ces distributeurs EPI, elle remonte depuis le tout début. Donc depuis 2016. Alors évidemment, au début, on était 2 dans la société, donc on essayait de les accompagner au mieux, mais on n'avait pas la possibilité d'être au quotidien avec eux. Donc on a lancé ça tranquillement avec eux, et au final, depuis qu'on a sorti le Line Pro, on est en pleine accélération, parce que c'est un produit qui répond beaucoup plus à leurs demandes, qui est beaucoup plus adapté, et au final, c'est beaucoup plus vers interlocuteurs qui vont acheter des Line Pro. Donc le B2B, ça a vraiment accéléré avec la sortie de Line Pro en 2018. Ok.
Hyper intéressant. Encore un bienfait d'une bonne campagne de crowdfunding, Exactement. du coup. Ok. Donc ça, c'est pour la partie B2B. Sur la partie retail, tu m'as dit que le line-up, donc celui qui est pour les sédentaires, oui, c'est ça, pardon, était distribué chez Nature et Découverte. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour aller trouver ce retailer? Alors ça aussi, ça s'est fait. Alors Nature Découverte, c'est notre retailer historique. C'est vraiment le premier avec qui on a travaillé. On les a contactés très vite. On les a contactés en septembre 2015. Donc dès qu'on a commencé à avoir du stock, Nature Découverte est quand même très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde des startups en France. Et donc assez rapidement, ils ont accepté de mettre le produit en vente sur leur site internet pour tester le produit. Et 2 mois après, ils nous ont ouvert une trentaine de magasins, je crois, chez qui on pouvait vendre le produit. Et donc au final, toute la PLV, la mise en avant des produits, on l'a construite à ce moment-là avec eux parce qu'à l'époque, on avait un packaging blanc avec écrit Perco. Et donc, quand le packaging blanc avec écrit Perco s'est retrouvé chez Nature Découverte, c'était compliqué de vendre le produit. Et donc, on a essayé d'être le plus réactif possible pour mettre en place toute la mise en avant en magasin qui est aujourd'hui beaucoup plus quali évidemment qu'au départ. Ok. C'était quoi le problème avec un packaging blanc? Bah, c'est juste qu'il était tout blanc et il y avait juste écrit Perco au milieu du packaging. On présentait pas du Ouais, tout ok. le produit, donc pas simple à vendre en magasin. Compris. Si, chers auditeurs, si vous écoutez assidûment le panier, vous le savez, mais si c'est pas le cas, hyper intéressant. Nature et Découverte revient assez souvent et j'ai l'impression que, comme tu le dis, ils sont très très à l'écoute de l'innovation, des startups et c'est souvent l'un des premiers partenaires retail des boîtes qui font des startups qui font des produits physiques en tout cas et qui peuvent faire du grand public. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous distribuez aussi dans disons des magasins ou des chaînes plus spécialisées? Alors, je pense au Line Fit, le vêtement sportif. Alors déjà le line-up, là on va lancer dans quelques semaines des tests en pharmacie. On est passé dispositif médical et donc là on va lancer un test en pharmacie donc qui est quand même beaucoup plus spécialisé. Et ensuite le line fit, il est vendu plus dans des magasins de sport spécialisés, que ce soit par exemple à Paris, Passion Running ou les Air Run, les Endurance Shop, etc. Donc beaucoup plus dans des magasins spécialisés où il y a un accompagnement, où il y a un conseil. Au final, c'est un produit qui demande quand même d'être accompagné, d'être conseillé. Et donc, on a pris la décision d'être plus dans des magasins de sport spécialisés que dans des magasins de sport grand public. On est plus à la recherche de prix que de conseils. Et ensuite, le Line Pro, il est vendu dans une enseigne comme Espace Émeraude. Et on va lancer, je l'espère au plus vite, un test dans une grande enseigne de bricolage. Ok, ok. Je te demande pas laquelle parce que sinon tu me l'aurais dit. J'imagine. Ok, intéressant. Et est-ce qu'il y a eu des gamelles ou des plantages en termes de distrib ou de développement produit sur ces 5 premières années? C'est quoi Euh, les murs que vous êtes pris et les apprentissages que vous en avez tirés? S'il y en a eu. ouais, bien sûr qu'il y en a eu. Il y en a eu à chaque étape. Au final, il y en a eu dès le début sur industrialisation, etc. Je pense qu'une des plus grosses gamelles entre guillemets, c'est après la campagne Kickstarter, on a vendu dans 90 pays du monde. Ça s'est quand même super bien passé pour un premier mois. C'est ambitieux, hein. Et donc assez rapidement, on pensait pouvoir continuer à vendre dans le monde entier. Et donc, on était à la recherche de partenaires dans différentes régions du monde et on a perdu quand même pas mal de temps à essayer d'aller sur plein de marchés différents, alors qu'au final, il faut déjà se concentrer sur son marché. C'est ce qu'on a fait après quelques mois, mais donc on a perdu du temps à ce niveau-là. Après, on a beaucoup appris aussi, mais donc maintenant on s'est reconcentré en tout cas sur 2019 et là la première partie de 2020 complètement sur le marché francophone. D'accord. Alors je fais un bond en avant, je voulais en parler plus tard, mais du coup l'international, vous le gardez quand même en tête? L'international, on le garde complètement en tête. Aujourd'hui, on fait 85, je pense, % de notre chiffre en France et le reste dans des marchés francophones comme la Suisse ou la Belgique. On a une vraie opportunité. On garde toujours en tête le fait que le mal de dos est le mal du siècle et pas seulement en France. Et pas seulement en On France, s'est rendu évidemment. compte pendant le Kickstarter, mais on le savait finalement. Donc, on a une vraie opportunité à aller à l'international. Après, on a un vrai enjeu si on veut construire une marque forte, s'imposer comme les experts sur le mal de dos, comme les experts santé autour de cette problématique-là, d'être bon sur un marché. Donc,
On avait l'objectif de se développer sur un nouveau marché en 2020. Avec la crise du coronavirus, évidemment, le projet est un petit peu retardé, mais on est en train de se préparer pour attaquer un nouveau marché à partir de 2021. À partir de 2021, ok, compris. Est-ce que tu as un ratio sur les 3 B2B de contribution à votre chiffre d'affaires? Sur les 3, excuse-moi, les 3 business units? Oui, alors cette année est un petit peu particulière parce qu'évidemment la crise a touché très fortement 2 business units, même les 3 d'ailleurs. Il y en a 2 que ça a touché très fortement de manière négative, le B2B et le retail. Le retail, les magasins étaient complètement fermés. Le B2B, les sociétés, on n'était pas sur leur priorité, le mal de dos. Elles ont mis beaucoup d'argent dans des mesures pour l'hygiène, comme l'achat de plexi, de masques, etc. Et les sociétés ont des budgets donc qui ont été fortement touchés. Donc le B2B et le retail ont connu une vraie chute, alors que le e-commerce a connu une vraie force, une vraie augmentation, une vraie croissance sur ces quelques mois. Mais en temps normal, le e-commerce représente 80% du chiffre. Ah, quand même. Malgré des gros clients qui, j'imagine, vous achètent des grosses quantités comme SNCF ou d'autres. Ouais, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, le B2B, les cycles de vente sont très longs. Donc, on est rentré dans plein de sociétés, on a fait des gros tests dans plein de sociétés. L'année 2020 devait être, on appelait ça en interne l'année des déploiements. Et les déploiements sont retardés. Donc, j'espère que ce sera l'année 2021. Mais les cycles de vente sont vraiment très longs en B2B et voilà, donc ça prend du temps, quoi. Est-ce qu'il y a une friction utilisateur lorsque vous lancez il y a 5 ans ou encore aujourd'hui sur l'achat d'un vêtement qui est, enfin, pour ma santé? Est-ce que les gens recherchent des validations, des tampons, je sais pas de quel organisme ou institution? Oui, oui, et on a besoin d'avoir confiance en la marque et c'est aussi pour ça qu'on est en pleine croissance parce que la marque commence à être de plus en plus vue. On commence à avoir confiance en la marque quand on la voit et qu'on la revoit. Et c'est là aussi où il y a une vraie force dans notre boîte entre le B2B et le e-commerce, c'est qu'au final, le e-commerce a permis dès le début de donner beaucoup de visibilité au B2B et d'avoir de la demande entrante. Et aujourd'hui, le B2B permet d'apporter un tampon que beaucoup d'autres marques n'ont pas parce que les cycles de vente sont très longs et qu'on a vraiment des références très fortes comme des sociétés comme qui font des témoignages, comme le médecin du travail d'Orano qui a fait une thèse sur notre produit, comme l'ergonome de la SNCF qui témoigne sur notre produit. On a des résultats de FM Logistique, etc. Donc on utilise finalement beaucoup les tampons des sociétés pour s'imposer comme les experts, même aussi en grand public, quoi. Donc il y a une vraie Excellent. complémentarité et l'utilisateur a vraiment besoin d'être rassuré quand il achète un produit qui concerne le dos et le mal de dos. Oui, surtout que le prix est pas anodin. Enfin, c'est une somme. Alors c'est moins cher que 2 séances de kiné. Exactement. Mais ok. Non, mais exactement. Pour quelqu'un qui a mal au dos et qui sait ce que c'est, qui est prêt à aller chez le kiné, chez l'ostéo, c'est une somme en effet, mais au final c'est beaucoup plus réduit. On a un peu cette double interprétation. Il y a celui qui va dire ah, c'est super cher, mais parce que finalement il est moins sensibilisé à ces problématiques de posture et au mal de dos, et celui qui va nous dire bah, en fait si ça marche, moi c'est un prix qui me convient très bien. Si ça me permet de faire du bien et d'avoir moins mal au dos au quotidien. Évidemment, le dos, on en a qu'un. Je referme cette section, on va dire, distribution et vente. Dans une seconde, est-ce que vous avez testé d'autres canaux de distribution en direct to consumer comme Amazon? On était sur Amazon. On l'a arrêté pour vraiment se concentrer sur notre site internet parce que c'était compliqué de gérer les deux. Et on avait l'impression que finalement les gens qui achetaient sur Amazon, c'est des gens qui venaient sur notre site internet et qui derrière achetaient sur Amazon. Et donc au final, C'est dommage de les perdre. on a arrêté Amazon pour se concentrer intégralement sur notre site internet. Ok, compris. J'aimerais qu'on aborde les canaux d'acquisition de nouveaux clients et de fidélisation de clients existants. Je vous ai vu, je crois, sur Instagram. Quels sont les différents canaux que vous utilisez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait de la pub en effet sur Facebook, Instagram, sur Google, sur YouTube et on fait de la pub télé aussi depuis 2019. De la pub télé? Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la pub télé? Ce qui nous a poussé à faire de la pub télé, ben, c'est qu'au final, Pardon, la question c'est que c'est un pas en avant. Quand on est
quand on est né en ligne, la traçabilité des achats est tellement facile et évidente que calculer ses ROI et ses ROAS sur ces investissements est facile. La pub télé, là, c'est sauter une étape. J'imagine que tu t'adresses à un plus grand public, que tu crées une notoriété forte, peut-être de la réassurance aussi pour certains, mais c'est un pas en avant, c'est un choix engageant. Exactement. Bah, tu as répondu un petit peu à la question. Il y avait un double enjeu, c'était de faire un pas en avant et au final de continuer la pub Facebook, mais ça faisait quelques temps qu'on était sur Facebook et ça nous permettait vraiment de passer un niveau. Et il y a tout cet aspect en effet notoriété de marque qui est très importante quand on fait quand même de la pub télé. Quand on voit notre marque à la télé, ça permet vraiment de renforcer cette notoriété de marque et cet aspect réassurance dont tu as parlé aussi. Donc j'aurais pas mieux répondu. Ok, super. Vous le faites toujours? La pub télé? La pub télé? Ouais, bien sûr. Comment est-ce que tu testes? Comment est-ce que vous avez commencé? Vous êtes passé par une agence? Comment est-ce que tu as géré ce projet? Oui, on passe par des agences, qui nous accompagnent dans la pub télé, exactement d'ailleurs comme sur les réseaux sociaux, on passe aussi par des agences pour faire toutes nos pubs. On a démarré la pub télé fin 2019 et on continue toujours, alors selon la période, plus ou moins fortement, mais oui, on continue toujours. Ouais. D'accord. Sur le mix d'achat média, est-ce que tu as une idée du volume, enfin du ratio par rapport aux autres canaux? Ouais, ça dépend. Alors ça dépend beaucoup des périodes. C'est sûr que c'est un vrai pas en avant et c'est des investissements qui sont beaucoup plus forts et plus durs à suivre au quotidien. La pub télé et donc aujourd'hui on doit être à 60% à peu près de notre investissement marketing qui sont en pub télé. Aujourd'hui, 60% de votre investissement marketing est sur la pub télé. À peu près, ouais. Donc si vous avez fait ça depuis fin 2019, c'est qu'il y a vraiment eu une accélération? C'est qu'il y a une accélération et que les budgets en pub télé sont forcément plus importants aussi, quoi. Ok. Plus important, mais vous continuez de le faire, donc c'est que ça transforme. Oui, mais encore une fois, oui, ça fonctionne assez bien. Après, ça permet aussi de créer vraiment une marque forte et on est vraiment sur, comme on le disait tout à l'heure, sur un vrai enjeu on a mal au dos. À long terme, il faut qu'on pense à Perco parce qu'on sait que c'est eux qui ont le bon produit et donc il y a un vrai enjeu de créer une marque forte et d'avoir une notoriété très forte. Et la pub télé fonctionne très bien pour ce point-là. J'ai oublié de vous poser la question, mais de te poser la question, vous avez levé des fonds? On n'a pas levé de fonds. Enfin, on a levé des fonds au En tout dehors de début. l'ESSEC, c'est ça, au tout Exactement. début? Et Ok, depuis non, on n'a jamais levé de fonds. super. C'est super d'être arrivé à ce niveau de croissance sans le faire. Du coup, je serais curieux aussi de connaître En fait, pardon, ce qui me trotte en tête depuis tout à l'heure, c'est que vous avez 4 produits maintenant qui ont chacun leur particularité et du coup leurs audiences, leurs cibles, leurs canaux de distribution, leurs forces de vente ou leurs canaux de vente en tout cas différents. Ouais. Tu multiplies un peu les efforts. T'aurais fait je sais pas, je vais dire une connerie, mais des chaussettes qui me font me tenir, j'en sais rien, qui me force j'en sais rien, peu importe. T'aurais parlé à toujours un consommateur qui est peut-être sédentaire, tu aurais pu compléter, disons, l'offre line-up pour la même cible et te faciliter peut-être un peu la vie, non? C'est possible et c'est peut-être ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Après, on avait un vrai enjeu, ce que je disais tout à l'heure, on avait un vrai enjeu de compléter la gamme et d'avoir des produits qui sont très complémentaires les uns les autres et qui permettent de toucher une nouvelle cible pour toucher le plus grand public parce que le mal de dos concerne pas forcément uniquement les personnes qui sont sédentaires. Après, oui, il y a un vrai challenge de vendre 4 produits sur un site internet qui sont des produits complémentaires et c'est pour ça qu'on oriente quand même beaucoup notre publicité sur notre best-seller qui est le line-up. En tout cas pour le grand public, on oriente beaucoup notre publicité sur ce produit-là. Et ensuite, on a des offres doubles sur notre site, c'est-à-dire un produit acheté, il vaut 129 €. Le deuxième, 2 produits, ça vaut 199 €. Et cette offre double, elle permet en fait à l'utilisateur soit d'acheter de line-up. On a un client sur 2 qui achète 2 produits, soit d'acheter le line-up plus un autre produit. Et c'est très régulièrement ce qu'on voit, quoi. D'accord. Un client sur 2 qui achète 2 produits? Ouais. Ok, intéressant ça. Et tu as du réachat? Comment est-ce que tu fidélises et comment est-ce que tu pousses au réachat sur tes clients existants? Ouais, on a du réachat, on est de plus en plus en train de travailler ce point-là parce qu'au final, on a un produit
qui résiste à 300 cycles de lavage, donc qui est amené à durer quand même dans le temps. Là, on commence maintenant à avoir suffisamment d'ancienneté entre guillemets pour pouvoir retoucher des clients qui avaient acheté nos premiers produits. Surtout qu'on est en permanence en fait en train d'optimiser nos produits, et donc c'est comme ça qu'on est en train de travailler la chose par des campagnes newsletter pour présenter nos nouveautés à nos nouveaux clients. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de sortir des nouveaux produits et de compléter la gamme. Et en leur présentant aussi les optimisations de produits qu'on peut avoir. On est en permanence à l'écoute des retours clients et en permanence en train d'optimiser et de voir s'il y a des choses à changer sur le produit. Aujourd'hui, notre best-seller, c'est notre premier produit qu'on a développé il y a 5 ans. C'est aussi une des chances, une des forces de la boîte, c'est qu'on a un produit qui marche depuis 5 ans, mais on se remet en permanence en question en essayant de l'optimiser et de l'améliorer tous les jours. Ok, super intéressant. Alors pour refermer cette section acquisition, je voudrais faire un petit tour sur votre site. Vous étiez sur WordPress depuis le début, donc WordPress plus WooCommerce. Vous y êtes toujours. Oui. Et vous avez... dis-moi, pardon. On y est toujours, et là on va changer, on va avoir un site Shopify sur les prochains mois. D'accord, qu'est-ce qui justifie ce changement ? Je suis pas le mieux placé pour répondre à tout ça. Mon équipe e-commerce ou l'équipe technique saura mieux répondre, mais au final, le site qu'on a aujourd'hui, c'est un site qu'on avait fait au tout début, quand on n'avait pas de volume, et donc il a pas été construit pour réussir à suivre la croissance qu'on a aujourd'hui. Et donc pour plein de raisons, toute l'équipe technique a décidé de changer et de passer sur Shopify. Compris. Tu m'as dit tout à l'heure que 80% des ventes sont faites sur le site, hein, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok, bon, c'est un gros volume quand même, et du coup, c'est un gros volume, c'est énorme. Je comprends. Pour finir, c'était super intéressant, mais j'aimerais bien te poser une dernière question qui est celle que je pose habituellement, c'est le tipping point. Est-ce qu'il y a eu un moment, une accélération forte de ta croissance, ou à plusieurs moments d'ailleurs, et à quoi tu peux l'attribuer ? Il n'y a pas eu de gros boom chez nous. On a une croissance à 3 chiffres quasiment chaque année depuis le début. Donc il n'y a pas eu de gros boom, de grosse accélération. Par contre, on a vraiment cette croissance qui tient et qui tient dans le temps, avec des investissements marketing qui suivent, de l'optimisation, etc. Le gros boom, on l'a vraiment eu l'année dernière en B2B, et on devait l'avoir encore plus cette année, parce qu'on passe sur des phases de test de 5 pièces il y a 2 ans à des phases de déploiement sur des milliers de pièces. Et donc j'espère que malgré la crise, on va pouvoir reprendre le gros bout en B2B très vite. Mais sur l'ensemble de la boîte, la croissance, elle est quand même assez constante, assez régulière. On a vraiment cette croissance à 3 chiffres depuis le début. 3 chiffres, c'est donc en centaines de pourcents, donc c'est un x2 ou plus depuis le début, c'est ça ? Ouais, quasiment. D'année en année, ok. Ouais. Félicitations, c'est très beau. Merci. Et surtout d'être passé de 2 à 25 en l'espace de quelques années sur un produit rentable et autofinancé, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais moi, ce que je retiens de cet échange, et je l'avais compris, mais pas à ce point-là, c'est en fait l'importance de cette campagne Kickstarter qui a porté des fruits pendant assez longtemps quand même. Alors, on a dit tester le marché, se financer, mais tu me disais aussi tu m'as dit que le B2B, en B2B, les clients vous ont connu grâce à cette campagne et ont demandé à des distributeurs. En fait, c'est un espèce de cercle vertueux qui a commencé par cette campagne bien menée. Exactement. Alors, j'imagine que vous avez certainement une super orga et des très bons vendeurs et des très bons sales, ainsi de suite, mais ça a quand même été... ça a été vraiment le top départ, et ça a permis de lancer la boîte en flèche et d'avoir une visibilité très forte et de comprendre qu'on avait différentes business units et différentes opportunités, que ce soit avec la vente au grand public, avec du retail ou avec du B2B. Dès le départ, on a lancé ces 3 pôles grâce à cette campagne Kickstarter. Donc en effet, ça nous a vraiment permis au tout début de nous lancer très fort, et c'est un petit peu aussi le danger d'une campagne Kickstarter, c'est que quand ça se passe bien, ça permet de lancer un projet très fort. Quand ça se passe mal, le projet a mis un investissement important sans avoir de retour, et donc c'est très compliqué de se relever d'une campagne qui fonctionne pas forcément très bien. Nous, on a eu la chance d'avoir une campagne qui cartonne, mais encore une fois, après, faut assez rapidement se remettre en jambes, parce que c'est que le début.
Ok, compris. Alexis, je te remercie énormément pour ton temps, c'était passionnant. Merci beaucoup. Je souhaite une excellente reprise après cette crise et surtout que le boom, espéré en 2020, arrive en 2021, même si moi je trouve qu'il y a déjà un beau boom sur ces 5 premières années. Non, il y a clairement un boom. Il y a un boom chaque année, mais je dirais qu'il n'y a pas une année qui nous a permis d'exploser. On a vraiment une croissance chaque année et malgré la crise, on fait quand même, on va doubler notre chiffre d'affaires cette année. Donc on est très content. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Eh ben, merci à toi et merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles sur le panier. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.